Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Richard Colas. Richard est un ami de longue date, aujourd'hui Head of Global Travel Retail de Chanel au niveau mondial. Il a œuvré pendant plus de 30 ans aux destinées de cette fabuleuse maison au Japon. Richard fait partie de ces personnalités qui font la beauté de ce secteur et je suis ravi qu'il puisse partager avec vous quelques-unes de ses anecdotes. Je vous souhaite un merveilleux podcast. À bientôt. Richard Colas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chairman de Chanel Japon. Après 45 ans au Japon, vous êtes de retour en Europe. Quel est ce rôle? Quelle est cette nouvelle vie? Alors, c'est plus qu'un retour, c'est la première fois que mon épouse et moi-même vivons en Europe, sauf quand j'étais bien sûr étudiant en France. Je dois dire que nous avons beaucoup de chance en fait, parce que la Suisse, c'est un peu comme beaucoup d'amis m'ont dit, le Japon de l'Europe. J'y retrouve étonnamment, pour des pays qui sont à l'opposé l'un de l'autre, l'un est au milieu de montagnes, l'autre est une île, sauf qu'il y a beaucoup de montagnes au Japon aussi. Je retrouve certaines caractéristiques du Japon, c'est la courtoisie, le savoir-vivre ensemble, qui est une chose assez étonnante pour un pays planté au milieu de l'Europe. Alors bien sûr aussi l'ordre, la propreté, l'efficacité. Les Suisses sont diablement efficaces. Je dois dire que c'est très agréable. Et alors le travel retail, comme son nom indique, me permet de faire beaucoup de travel, de voyage. Donc, c'est une fonction qui est non opérationnelle, puisque nous avons dans chacune des grandes régions du monde des équipes qui s'occupent admirablement bien du travel retail. Mais je suis là pour les aider, les soutenir. C'est un travail en fait d'influence qui est tout à fait nouveau pour moi, puisque pendant mes 35 ans chez Chanel et avant, quand j'ai créé Givenchy au Japon, c'était purement opérationnel, et donc les mains dans la glaise et les pieds plantés dans le sol. Voilà. J'écris des romans, et mon premier roman, qui s'appelle La Trace, raconte, est très autobiographique, même s'il y a une part qui n'est pas autobiographique, mais qui raconte mon arrivée au Japon. En fait, tout à fait banalement, je suis allé acheter un appareil photo au Japon parce que je voulais, à l'époque, j'étais passionné de photographie et que je voulais m'acheter un Nikon. Voilà comment je suis arrivé au Japon. Et puis un jour, il faut bien gagner sa vie un peu plus sérieusement. J'avais préparé le concours dit d'Orient, le concours d'Orient pour être diplomate. J'ai eu la chance d'être envoyé au Japon pour mon service militaire qui existait encore à l'époque. J'ai passé 2 ans à l'ambassade de France, passionnante. Mais en même temps, je me suis dit, non, c'est pas ma voie. Et voilà comment j'ai basculé dans le privé. Et bien entendu, comme tout était tourné vers le Japon, je parlais japonais, j'avais appris la langue, je me suis retrouvé naturellement à travailler pour des sociétés françaises au Japon. Mon père était commandant de bord Air France. Alors lui, il connaissait le Japon depuis les années 50, à peu près à l'époque où je suis né. D'ailleurs, la légende familiale veut que j'ai été fabriqué à un retour de Japon. À l'époque, on partait très longtemps. Quand on partait en ce qu'on appelait une rotation, c'était très lent, c'était un avion à hélice. Et papa adorait le Japon. Et puis, pendant une dizaine d'années, il a été basé à la Royal Air Maroc, à Casablanca. Donc j'ai fait toute mon enfance et mon adolescence au Maroc. Et donc, il n'est pas retourné au Japon, parce qu'à l'époque, le Maroc, Royal Air Maroc ne volait pas vers le Japon. Et quand il réintègre Air France, au tout début des années 70, donc au moment du boom japonais, il découvre un Japon qu'il a connu 25 ans plus tôt, où la tradition est toujours là, où l'histoire est toujours là, où la culture est toujours très profondément ancrée dans le pays. Et en même temps, il découvre ce pays qui est devenu d'une modernité étonnante. Je me rappelle qu'il me disait, tu te rends compte, dans les ascenseurs, les boutons ne sont pas des boutons. On affleure et on a les tâches qui s'affichent. Et il me dit, tu devrais aller voir ce pays qui a su admirablement mélanger sa culture, sa longue histoire, ses traditions, sa civilisation et la modernité. Et donc ça aussi, ça m'a aidé. Voilà. Vous êtes allé voir ce pays. Qu'est-ce qui vous a captivé justement en arrivant là-bas? Pourquoi vous êtes resté finalement? Alors, inutile de dire que je ne parlais pas un mot de japonais à l'époque. Je venais juste de passer mon bac. Et j'étais bien entendu aller voir les services du tourisme japonais en leur disant je voudrais faire ce qu'on appelait à l'époque du homestay. Et là, on m'avait ri au nez en me disant « C'est impossible, les Japonais, ils n'ont pas l'habitude des étrangers, vous ne parlez pas un mot de japonais, les maisons japonaises ne sont pas très grandes, elles ne sont pas adaptées à la vie des Occidentaux, vous n'y arriverez jamais. »
Et grâce là encore à mon père qui avait rencontré une hôtesse japonaise dans une de ses rotations, et qui lui avait dit, voilà, mon fils aimerait partir au Japon, mais pas vivre bêtement dans un YMCA, etc. Elle m'avait trouvé une famille d'accueil. Et pendant ces 50 jours de voyage, je n'ai jamais eu à coucher dans un YMCA ou dans une auberge de jeunesse. À l'époque, on avait ça. J'ai été reçu partout, avec une gentillesse, une attention. Et je suis tombé amoureux du Japon, instantanément, et puis de cette culture incroyable. Alors, comme je dis toujours, les Japonaises sont arrivées un peu plus tard dans ma vie amoureuse, mais ma première passion a été pour le Japon. Après ça, donc, vous êtes diplomate pendant 2 ans et vous entrez dans le monde des affaires. Sans y connaître rien. D'accord, c'est ça, c'est pas le même univers. Mon père lui-même était pilote de ligne, ça n'a pas grand-chose à voir avec les affaires. Nous n'avions pas de capitaine d'industrie dans la famille, mais il faut que j'apprenne le métier. Et je me dis, pour apprendre ce métier qui ne s'invente pas, il faudrait peut-être quand même que je l'apprenne dans mon microcosme naturel qui est la France. Donc je suis rentré 2 ans en France quand même. J'ai travaillé pour une société qui importait des produits japonais, mais c'est une société française, ce qu'on appellerait aujourd'hui une start-up. Parce que le président lui-même avait 28 ans, moi j'étais le plus jeune. Et il y avait toute une équipe de jeunes fous c'était au moment où on découvrait la hi-fi, on appelait ça la haute fidélité. Et ça a été très amusant pendant ces 2 ans. Et puis un jour, une opportunité s'est présentée de façon un peu étrange. Un ami qui travaillait justement dans cette société me dit, tiens, toi qui as une femme japonaise qui parle japonais, je me suis dit, tiens, ça t'intéresserait de repartir au Japon, parce que bon, bien sûr, tu as un contact avec le Japon. J'étais directeur des achats, donc j'allais au Japon assez souvent. Bon, j'ai dit bof. Et puis je suis allé voir, et puis d'entretien en entretien, je suis entré dans un petit bureau de représentation au Japon pour les parfums Givenchy. Et puis au bout d'1 an, monsieur Givenchy s'est dit quand même, les parfums c'est bien, mais je pense que ma mode mérite qu'on s'installe au Japon. Et là, on m'a demandé, ex nihilo, de créer Givenchy Japon, ce que j'ai fait, en n'y connaissant rien. Et c'est probablement ce qui a été ma chance. Parce que tous les poncifs qu'on apprend dans les écoles de commerce, je ne les ai pas employés. Donc j'ai lancé cette boîte d'une façon assez originale et un peu hors des ornières, et on a réussi à grossir très vite. Et à l'époque, ça vous a permis d'aller plus rapidement, vous pensez, que ce qui se faisait? Complètement. J'ai créé Givenchy Japon ex nihilo, et en 3-4 ans, on était à l'époque à 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. J'avais mon premier Mac, qui était à l'époque une espèce d'énorme machine, et j'étais déjà en réseau avec ma secrétaire. Je vous parle de ça il y a 40 ans. Voilà. Et puis un jour, alors le milieu du luxe et de la mode, personne ne connaissait ici, parce que j'avais été finalement recruté un peu comme ça par hasard. Et ils m'ont découvert au Japon. Pourquoi? Parce que le comité Colbert décide de fêter le tricentenaire de Colbert au Japon. Il confie ça à une personne qui fout tout par terre. Et il faut dire que moi, j'avais juste fait un événement assez exceptionnel qui s'appelait le trentenaire de Givenchy au Japon. J'avais réussi un truc que personne n'avait jamais fait. Et là, soudain, les gens découvrent un petit gars là-bas qui est tout seul au Japon, qui rame. Et ils se disent, tiens, il y a ce garçon là, mais il a fait un truc que personne n'a fait. Il est en train de faire exploser Givenchy au Japon. Et le comité Colbert vient en me disant, Richard, s'il vous plaît, aidez-nous, sauvez-nous. Donc je les ai aidés, j'ai été le commissaire de l'exposition pour le Japon, j'ai sauvé le comité Colbert au Japon à l'époque. Et du coup, toute l'industrie m'a découvert, dont Chanel. Du coup, ce coup de projecteur vous a mis en lumière et vous a permis de franchir un cap aussi dans votre carrière, voilà. Et de vous intégrer complètement dans le luxe. Alors j'étais très heureux chez Givenchy, j'avais une relation formidable avec monsieur Givenchy, sauf que le travail que je faisais était en fait, à l'époque, on faisait encore de la licence. Donc je gérais des programmes de licence. Et comme je n'avais pas fait d'école de commerce, il me manquait une chose que j'estimais fondamentale dans ma vie professionnelle future, c'est le contact avec le consommateur final. Alors je ne dirais pas que j'étais frustré chez Givenchy, au contraire, c'était formidable. Hubert de Givenchy m'a dit, Richard, il faut vous occuper de l'Asie. Puis de l'Asie, il m'a dit, il faut vous occuper de l'Australie. Puis d'Australie, un jour, il me dit, vous pourriez peut-être vous occuper de l'Afrique du Sud, parce qu'on est... Et je lui ai dit, attendez, monsieur, c'est pas tout à fait le même continent, etc. Donc j'étais un petit roitelet chez lui. J'étais confortable et heureux, sauf qu'il me manquait puisque les licences, je déléguais le contact avec le client final et ça me frustrait énormément. Et là, Chanel, qui était à l'époque, avec nos amis de Louis Vuitton, la seule maison implantée en direct au Japon et qui importait ses produits de France et qui les vendait aux Japonais, est venue me voir pour prendre la direction de la division parfum beauté. C'est amusant en fait, à chaque fois dans le luxe, vous avez évolué via le parfum.
Étrangement, oui. J'avais commencé avec ce petit bureau de représentation des parfums Givenchy, passé à Givenchy Mode et Global, parce que j'avais réussi à convaincre les parfums Givenchy, qu'entre-temps, M. Givenchy avait vendu, que c'était plus intelligent de mettre tout le monde sous le même parapluie. À l'époque, c'était pas très connu. Je veux dire, Dior Parfum n'était pas du tout la même maison que Dior Couture. Et donc, effectivement, je suis revenu chez Chanel par les parfums et la beauté. J'ai une tendresse particulière pour ce métier où tout va très 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 vite, mais où en même temps c'est un processus industriel parce que les produits doivent être imaginés très en amont. Là, je viens juste d'assister au plan marketing Chanel pour 2020. Alors que la mode, nous allons savoir ce que nous allons vendre au printemps prochain, au mois d'octobre. Donc ce sont des cycles différents, ce sont des métiers différents. Et en plus, chez Chanel, on a la chance d'être généraliste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a à la fois parfum, beauté et soins, mode, au sens large du terme et noble du terme, et puis les montres et la haute joaillerie qui sont encore un autre métier, d'autres métiers, et avec d'autres réflexes et d'autres créateurs. Et je dois dire que cette capacité à avoir une palette, je dirais presque une palette de couleurs différentes, m'a donné beaucoup de bonheur. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de bonheur. Vous n'étiez pas issu de ce secteur-là. Pas du tout. Finalement, vous avez eu un prisme directement japonais sur l'univers du luxe. Absolument. Quel rapport vous avez eu avec Alors, vous avez raison. J'étais en fait, quand j'ai dit à ma mère, j'entre chez Givenchy, elle m'a regardé en me disant, mais toi, tu n'as pas de style, tu es toujours des chaussures, j'avais des Clark à l'époque, pas très belles, etc. Mais justement, ma chance a été d'entrer au Japon où la notion de la beauté, la notion du luxe, la notion de l'âme du créateur et de la personne qui a fabriqué le produit est extrêmement précise. Au Japon, vous savez qu'il y a des trésors vivants qui sont plus que des artistes, des artisans. Ce sont des gens qui travaillent le produit, etc. Je crois que les Japonais sont, avec quelques autres pays, rares pays, un de ceux où on comprend que dans un produit, il y a l'âme de celui qui l'a conçu, qui l'a créé, qui a souffert pour le faire. Et donc, j'ai eu cette chance qui m'a permis de me propulser tout de suite dans l'univers du luxe par son plus beau côté. Donc, j'avais autour de moi quand même un terreau qui était plutôt ouvert. J'avais la chance d'avoir vécu toute mon enfance et mon adolescence au Maroc, pays très cultivé, avec une grande civilisation. Et mes parents étaient très amoureux du Maroc, donc on a été très trempés dans le bain de qu'est-ce qu'une culture. En fait, la culture, c'est ce qu'en font les hommes et comment les hommes traduisent leur culture par justement la beauté d'objets qui sont uniques et qui sont représentatifs d'une civilisation. Le luxe au Japon, comment vous avez fait pour pousser la présence de Chanel sur place? J'imagine qu'en plusieurs décennies, vous y êtes allé par plusieurs... Il faut être très modeste. Ouais. Il faut être très modeste. Pour Chanel, la maison était déjà bien implantée. Je suis entré chez Chanel en 1985 exactement, fin 85 pardon. Elle existait depuis 81. Elle avait eu la chance d'avoir un très bon agent avant, qui était une société suisse implantée au Japon, la première société étrangère implantée au Japon, donc 150 ans plus tôt, qui à l'époque faisait toutes les maisons de luxe pratiquement. Elle faisait Hermès, faisait Cartier, faisait Rolex, ça s'appelle Lieberman Weschli. Et donc il y avait un terreau formidable et Chanel était déjà extrêmement implanté avec un grand patron mythique qui était suisse-allemand, qui, chez Lieberman, vendait des machines-outils. En voilà un autre qui s'est propulsé dans le luxe du jour au lendemain et qui cet homme a créé Chanel. Donc moi, je suis arrivé, il y avait déjà les fondamentaux étaient remarquablement mis en place. Quel est le rapport des Japonais avec Chanel, justement ? Il y a un rapport assez Il y a un fort. affect très profond. D'abord, étrangement, Chanel, c'est facile à prononcer en japonais. Chanelu, c'est très facile à dire en japonais. Ensuite, il y a le double C qui est... Vous savez, au Japon, on a les mondes. Le monde, ce sont les armoiries des familles. Toutes les familles ont une armoirie. Donc, les gens se sont très vite identifiés à ça. Les couleurs de Coco, le noir, le blanc, le beige, qui sont des couleurs qui parlent très facilement. L'excellence des produits. Parce que notre maison a toujours été dans l'excellence des produits. Le Made in France, bien entendu, on ne fabrique rien hors de France, à part les montres en Suisse et aujourd'hui les chaussures en Italie, parce qu'il y a un savoir-faire italien de chaussures qu'on a malheureusement un peu perdu en France. Et tout ça, si vous voulez, jouer en l'honneur de Chanel. Et le numéro 5, étonnamment, qui faisait fantasmer les hommes japonais, numéro 5, très associé à Marilyn Monroe. C'était au moment où les Japonais sortaient du Japon.
après des années de contrôle d'échange, enfin de vie très dure. Les années 50 et 60 avaient été difficiles pour le Japon, qui s'était relevé de la guerre admirablement bien, mais la guerre avait quand même complètement détruit beaucoup plus le Japon que l'Europe. Et les Japonais allaient acheter du numéro 5, je dis toujours en riant, parce qu'ils avaient l'impression que quand ils rentraient à la maison, leurs femmes mettaient du numéro 5, ils avaient l'impression d'être aux côtés de Marilyn Monroe. Sachez aussi que Marilyn Monroe avait une longue histoire avec les Japonais, puisque quand elle était allée au Japon avec son mari Joe DiMaggio, qui était un grand joueur de baseball, sa première interview en arrivant à l'aéroport d'Haneda, il y a un journaliste japonais, proposé une question comme ça, il dit « Quand vous dormez, qu'est-ce que vous portez ?» Et c'est là qu'elle a eu cette fameuse phrase totalement inattendue, « A drop of number 5 ». Et ça essaimé immédiatement. Voilà. Nous avons eu un moment un peu difficile à la fin des années 90 où nous étions un peu perçus comme étant arrogants, un peu déconnectés de la cliente. Les vendeuses regardaient les clientes arriver dans une boutique Chanel en disant « Est-ce que vous êtes bien une cliente Chanel ?» Enfin, elle ne le disait pas, mais le body expression était tel que... Bon. Et nous avions vraiment un problème de... Alors, la marque était toujours au top dans l'esprit des gens, mais en même temps, les gens se disaient « Mais ce n'est pas pour moi ». Alors que Coco Chanel, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais aujourd'hui, on dirait qu'elle a fait du streetwear. C'est quand même, elle a créé pour la femme qui travaille. C'est-à-dire qu'elle a complètement déshabillé la femme pour la rhabiller de façon à ce qu'elle puisse être libre dans ses mouvements, dans sa vie, etc., etc. Et donc, nous avons imaginé ce qu'on a appelé le méga show en 2000, où on a fait tout le contraire de ce que tout le monde faisait, y compris nous. C'est-à-dire que les shows de mode étaient dans des espaces clos, sur invitation seulement, donc il fallait montrer patte blanche. Et là, j'ai dit, on va faire un show en plein air et ouvert à tout le monde. Et je dois dire que Karl Lagerfeld a sauté dans cette idée avec son brio habituel. Et nous avons fait ce show qui a complètement, mais renversé, mais pratiquement en 6 mois, la perception qu'avaient les Japonais de Chanel en disant « Mais non, mais c'est vrai que Chanel, c'est pour nous, etc. » Et là, nous sommes repartis de plus belle à partir de 2000. Ça, c'était une première chose. Et puis, ça faisait un moment que dans notre esprit, on se disait qu'il faudrait un ancrage plus permanent au Japon. Et notre propriétaire me disait il faudrait peut-être regarder un petit peu dans l'immobilier si on pourrait faire quelque chose. Et moi, je lui avais dit il n'y a qu'un endroit pour moi, c'est Ginza. Il me disait Richard, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais si on ne peut pas les réaliser, ça ne sert à rien. Et un jour, nous avons eu la chance qu'une très grosse entreprise japonaise qui possédait un très bel immeuble au meilleur endroit de Ginza. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous voulez faire un concours d'architectes? C'était très à la mode à l'époque. Il me dit, non, Richard, parce que les architectes font ce qu'eux rêvent de faire, mais ça n'a rien à voir avec la marque. Et moi, je veux que ce soit Peter Marino. Un jour, notre propriétaire m'appelle et me dit, Richard, voilà, j'ai choisi un architecte pour créer l'environnement Chanel de mode. Et on va faire la première boutique au Japon. Et il me dit en riant, comme ça, si c'est raté, ça ne se verra pas. Je lui ai dit, c'est gentil, merci. Et puis voilà, on a fait cette première boutique avec Peter, avec lequel j'ai eu une relation assez rapidement fusionnelle. Et on a construit cet immeuble à Ginza, qui est au meilleur endroit de Ginza, qui est une merveille. Quelle est l'utilité d'avoir son immeuble, finalement, quand on est une maison de luxe? Alors, je pense que c'est important parce que vous savez qu'au Japon, le grand magasin est le lieu de distribution. Donc, on est chez quelqu'un. Même si on arrive à bien déployer son image de marque, même si on arrive à imposer son identité, on n'est pas chez soi. Et donc, créer son immeuble, c'est quand même asseoir la marque. Et puis, c'est asseoir encore plus la marque dans la durée. C'est dire aux gens, on est là pour longtemps. Et puis, quand on a construit l'immeuble, beaucoup échangé avec notre propriétaire en disant, vous savez, ce que j'aimerais, c'est avoir un immeuble qui ne soit pas seulement un immeuble avec une boutique, et puis après des bureaux, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On dit, qu'est-ce que vous voulez faire, Richard? Je dis, j'aimerais que la cliente puisse passer toute la journée avec nous. Toute la journée, ça veut dire qu'il faut qu'elle se sustente. Donc, j'aimerais avoir un restaurant au sommet de la tour, mais un restaurant que nous serons en mesure de gérer pour garder l'image, pour être sûr qu'on a ce qu'on veut et non pas ce que veut éventuellement la personne à qui on accepterait de louer l'espace. Ça a été une partie de mon métier très agréable parce que je suis allé faire la tournée de tous les grands chefs français et puis je suis tombé sur Alain Ducasse avec lequel nous sommes depuis maintenant 16 ans. Et puis j'ai dit je voudrais en avoir un espace culturel parce qu'il y avait une facette de Coco, de Gabrielle, dirais-je, très importante qui est l'aspect de sa relation avec les artistes. Elle se nourrissait des artistes et elle nourrissait les artistes.
Et je dis, ça fait partie de l'ADN de la maison et je pense que ce serait bien que la cliente est aussi, puisse se nourrir intellectuellement. Et donc, on a créé cet espace qui s'appelle le Nexus Hall il y a maintenant 16 ans. Et depuis 15 ans, on l'a fait avec 2 grands programmes. Un programme de musique principalement, où on prend des jeunes Japonais en résidence, si vous voulez. 5 jeunes artistes, pourquoi 5 ? Numéro 5. Et puis, comme ça ne suffisait pas quand même à remplir à l'année, on fait également, alors là je reviens à ma passion première qui est la photographie, des expositions de photos, la photo d'avant-garde, avancée. Au Japon, il y a un problème avec une loi qui a été dictée par l'empereur Meiji il y a 150 ans, qui est la loi de la pornographie, où tout est mis dedans, c'est-à-dire que l'art peut être de la pornographie si on montre des nus, etc. Et nous avons réussi à casser ça en faisant venir une très très belle collection de photos qui appartient justement à Peter Marino, de Mapplethorpe, ce grand photographe des années 60 et 70, où effectivement le nu et le nu masculin est porté au nu, c'est le cas de dire, pardonnez-moi l'expression et les jeux de mots. Et donc nous avons réussi cette exposition et nous avons cassé la barrière ou la non-barrière qu'il y avait entre l'art et la pornographie qui faisait étonnamment, on ne peut même pas montrer les estampes érotiques japonaises, alors que c'est de la culture locale. Et d'ailleurs, cette année, on a montré les estampes érotiques japonaises. Et tout le monde dit, mais c'est merveilleux que vous avez le courage de faire ça. Et c'est le courage de Coco Chanel, en fait. C'est intéressant, ça, parce que vous l'avez sur le culturel, cette idée de faire bouger les lignes. Vous l'avez aussi dans des missions consulaires, finalement, où vous avez été à essayer de trouver la bonne façon de faire parler l'Europe et le Japon. Exact. J'ai eu l'honneur d'être élu par mes pairs des chambres de commerce européennes, président de la Chambre de commerce de l'Europe, qui s'appelle l'EBC, le European Business Council, à un moment clé du Japon, où le Japon voulait un peu élargir son champ, la relation bilatérale entre le Japon et les États-Unis étant très forte. Le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Koizumi, souhaitait renforcer sa relation avec l'Europe. Et donc, j'ai été à l'origine, avec la Commission, bien sûr, en Europe, de cet accord de partenariat économique qui a été signé entre le Japon et l'Europe il y a maintenant 1 an et demi. Mais vous avez commencé il y a 15 ans, c'est ça ? Et j'ai commencé il y a 15 ans. Ça a pris beaucoup de temps parce que le Japon et l'Europe ont des problèmes différents de, par exemple, l'Europe et la Corée. Dans le cas de l'Europe et de la Corée, c'était des problèmes tarifaires, purement. Donc c'est facile de quantifier le tarifaire dans les 2 sens. Alors qu'entre le Japon et l'Europe, le Japon a des problèmes tarifaires avec l'Europe, les voitures, les produits électriques. Alors que nous, les Européens, nous avons des problèmes qui sont plus des barrières non tarifaires, c'est-à-dire des problèmes de normes, des problèmes d'application des normes de l'OCDE qui sont un peu twistées, si vous me passez l'expression. Donc ça a pris du temps. Et moi, j'ai essayé, tout en défendant, mon job était de défendre l'Europe, bien entendu, mais j'ai essayé de dire, mais si on est les seuls à gagner, les Japonais signeront jamais, donc il va falloir un peu lâcher du lest sur nos prétentions qui sont un peu à l'encontre des règles de l'OCDE, sur l'imposition des voitures, l'imposition des produits électriques. Et puis, nous y sommes parvenus, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu, au-delà de travailler pour Chanel, vous avez pu utiliser votre connaissance, votre aisance avec la culture japonaise sur d'autres champs. Vous aimez aller se découvrir d'autres champs que purement venir au bureau le matin et être sur le... Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que chez nous, chez Chanel, on m'a donné un grand espace de liberté parce qu'à un moment donné, quand même, l'EBC me prenait pas mal de temps. Bon, je pense ne pas avoir fait de bêtises et pas avoir déserté le bureau Chanel. Je m'en occupais avec, à la limite, étonnamment, beaucoup plus de passion encore, parce que je voyais la dimension européenne et non plus seulement mon petit champ de bataille qui était Chanel au Japon. Et je trouvais ça exaltant, en fait, d'être une société française, un porte-drapeau de la France, mais aussi de l'Europe au Japon, avec une marque aussi formidable. Et je pense que ça élargit mon champ de réflexion et de vision de ce que nous faisons, de ce que nous faisions et de ce que nous faisons. Vous qui êtes un observateur aguerri du marché japonais, comment vous voyez évoluer la place du Japon dans le monde, la façon dont les Japonais se voient et se ressentent, et les relations, effectivement. Il y a des relations avec la Chine qui sont en train d'évoluer également. Comment vous voyez toute cette évolution-là ? Vaste sujet. Oui. Alors le Japon, on dit que le Japon est en crise depuis 25 ans, ce qui n'est pas faux.
En même temps, il y a une résilience du Japon qui est extraordinaire. Vous allez au Japon aujourd'hui, vous dites où est la crise. Enfin, il y a des immeubles nouveaux partout, les voitures sont rutilantes, etc., etc. Maintenant, il faut quand même le savoir, il y a des problèmes au Japon, dont le premier qui est le vieillissement accéléré de la population. Étonnamment, d'ailleurs, j'avais rencontré un homme politique très important, d'une très vieille famille d'hommes politiques, qui, quand je l'avais rencontré, était député, il est devenu Premier ministre quelques mois plus tard, mais ça, on ne savait pas. Et je lui avais posé la question. Je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez du vieillissement de la population? Il me dit, oui, c'est un problème. Mais il me dit, en même temps, vous savez, on n'est pas certain que 123 millions d'habitants, c'est le bon chiffre pour le Japon. Alors, est-ce qu'on doit être 100, 80 ou 90? Ça, nous ne le savons pas, mais nous savons que c'est trop. Donc c'est une volonté du Japon de ne pas avoir une politique nataliste, par exemple, parce que tout le monde disait, mais enfin, c'est pas très compliqué. Je veux dire, la France a une politique nataliste depuis toujours, et la France se porte bien sur ce plan-là. Et il m'avait dit, non, mais nous pensons que 123 millions d'habitants, c'est trop. Alors c'est assez étonnant, ça va à l'encontre de tous les poncifs et de toutes les règles, mais on se pose parfois la question de se dire, mais on va allègrement vers 10 milliards d'habitants sur Terre, problème de réchauffement de la planète, urbanisation accélérée, les problèmes d'eau. Est-ce que c'est pas eux qui ont raison, en fait? Et c'est un peu, ça déstabilise énormément. Maintenant, ça, bien sûr, au niveau des affaires, ça complique un peu les choses. Sauf que moi, j'ai toujours dit à mes équipes, attendez, on a bien sûr une place extrêmement prééminente au Japon, mais on a des très bons concurrents qui ont également beaucoup de clientes, qui ne sont pas forcément des clients de Chanel. Donc il y a encore un vivier dans lequel on peut puiser. Et puis, alors nous avons eu, là je dois dire que c'est la chance que nous avons eue depuis 5-6 ans maintenant, c'est que le Japon s'est beaucoup ouvert au tourisme, et notamment au tourisme de nos grands voisins qui sont les Chinois, la Chine. Ça, vous le voyez ça... Ah, mais énormément. Je veux dire, ça a donné un coup de vitalité. Alors, il faut être très prudent parce que le tourisme, pas seulement la Chine, mais le tourisme globalement, ça va et ça vient. On a eu la vache folle, on a eu des crises politiques, des crises monétaires. Dans le travel retail, on connaît ça très bien. Hein. C'est un peu en dents de scie et c'est un peu le roller coaster, vous savez. Donc moi j'ai toujours dit à mes équipes, et mon successeur le fait admirablement bien, attention, ne négligeons pas notre cliente traditionnelle japonaise, y compris la jeunesse, parce qu'il y a encore des jeunes, bien entendu. Et donc on arrive, nous, dans notre cas, à balancer assez bien entre le touriste chinois qui est très sophistiqué. Hein, il ne faut pas du tout se méprendre sur la qualité des jeunes femmes chinoises. Elles ont une sensibilité au luxe qui est assez extraordinaire et une compréhension du luxe qui tient aussi au fait que c'est un pays où la création de l'objet, vous aviez un homme qui pouvait dédier toute sa vie à un seul objet. Donc c'est un peu dans l'ADN de la Chine également. Mais en même temps, de préserver notre clientèle traditionnelle. Alors, ça crée des problèmes, hein, parce que c'est un peu choc de culture, parce que le Japon n'est pas un pays d'Asie, c'est un pays en Asie, et il y a des comportements de clients qui sont différents. Donc, comment gérer ça? C'est assez compliqué, mais en même temps, c'est très excitant, parce qu'il y a des attentes de la clientèle chinoise qui sont différentes des attentes de la clientèle japonaise, et comment répondre à ça, c'est tout à fait passionnant. Et ça, justement, il y a eu des évolutions dans le retail, dans le merchandising, pour faire avancer ça. Vous avez des souvenirs de choses qui... D'abord, il a fallu qu'on apprenne à parler chinois. Donc, on a à la fois recruté des jeunes femmes chinoises, ce qui est assez compliqué au Japon, parce qu'ils ont quand même une politique d'immigration qui est assez rude, si vous me passez l'expression. Il a fallu, bien entendu, qu'on donne à nos collègues japonaises qui avaient envie d'apprendre le chinois la possibilité de l'apprendre, et puis mettre à la disponibilité des clientes chinoises des outils qu'elles utilisent et qu'on n'utilisait pas forcément au Japon. Je pense à WeChat, je pense à Alipay, je pense à tous ces systèmes. La Chine est tellement en avance dans le domaine du digital qu'il a fallu qu'on s'adapte. Et ça, paradoxalement, ça nous a beaucoup aidé, bien sûr, pour nos clientes locales qui sont mises aussi avec d'autres outils, d'une façon différente, mais qu'ils le font également. Et ça nous a forcé, bien sûr, à revoir un peu notre confort. Notre zone de confort, ça a été un peu secoué. Pas que les tremblements de terre au Japon. Je m'interrogeais sur la disparition de Karl Lagerfeld. Quelle était l'image de Karl? Quelle était l'importance de Karl dans Chanel au Japon? Comment était-il perçu? Considérable, bien entendu. Karl étant un personnage considérable,
et ayant cette personnalité qui plaisait beaucoup aux Japonais, parce qu'en fait, derrière le Karl vif argent que nous connaissons, il y a la personnalité très, très ouverte aux gens, très attentionnée. Karl était quelqu'un d'extraordinairement attentionné. Je dois dire que nos équipes japonaises adoraient quand Karl venait au Japon parce qu'il était tellement gentil et les clientes le sentaient aussi. Donc, et puis chez Chanel, il y a eu Coco Chanel et il y a Karl. Et donc, très forte présence de Karl. Mais en même temps, la continuité est formidablement assurée par son bras droit et bras gauche, comme il le disait lui-même, qui est Virginie Viard, qui également, Virginie, est venue au Japon souvent. Et tous nos grands créateurs ont une affection, une tendresse pour le Japon que la clientèle japonaise ressent beaucoup. Et donc, tout ça se passe bien. La maison demeure et la transition se passe bien. Oui, et puis, je vous dis, l'esprit de Karl vit au travers de Virginie, qui en même temps, elle, a sa propre personnalité. Et, nous sommes tous extrêmement confiants dans le futur, tout en étant extrêmement tristes d'avoir perdu Karl. Particulièrement à cause de cette personnalité très humaniste, très attentionnée. Je me rappelle un voiturier de Chanel à Cambon, rue Cambon, qui me disait, mais vous savez, Monsieur Lagerfeld, quand il descendait de sa voiture, je lui ouvrais la porte, si je m'étais coupé les cheveux, il s'en rendait compte. Ce qui est extraordinaire pour quelqu'un qui est dans la stratosphère. Enfin, je veux dire, c'est très, très grand créateur de mode, créateur dans l'absolu, qui avait cette attention à tous les détails, cette gentillesse extraordinaire. Un jour, je le rencontre chez Galignani. J'avais acheté quelques livres, il lui achetait des livres. Il venait très souvent chez Galignani. Elle me dit « Ah, Richard, vous cherchez l'aspiration !» Et je lui dis, mais vous, Karl, vous n'avez pas besoin, l'aspiration, vous l'avez toujours. Et vous voyez, cette attention à cet aspect de moi qui n'a rien à voir avec Chanel. Cet aspect de vous, justement, est-ce que la Suisse va vous inspirer au niveau en tant qu'auteur ? Ou est-ce que vous avez ce rapport au Japon qui est beaucoup plus intense ? Non. Alors, bon, j'ai écrit mes cinq romans traduits, écrits en français. Et les 2 autres supplémentaires au Japon tournent beaucoup autour du Japon, bien que l'avant-dernier, c'est beaucoup, commence en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, et finissent au Japon et traversent la guerre de Corée, etc. La Suisse me permet étonnamment d'avoir un beau recul sur le Japon, d'autant plus que j'ai signé avec Plomb pour un dictionnaire amoureux du Japon, que je suis en train d'écrire, et j'avoue qu'être éloigné du Japon me permet d'écrire mes entrées de façon beaucoup plus retirée et avec certainement, peut-être, j'espère en tout cas, plus d'acuité. Et c'est pour quand ce livre ? Alors, mon éditeur m'a enfin donné une date limite, c'est parution octobre 2020. Donc là, il va falloir que je travaille. Et vous allez faire pas mal d'allers-retours encore avec le Japon. Alors, comme je suis encore chairman de Chanel Japon, et bien que ne voulant surtout pas piétiner les plates-bandes de mon successeur, et qui est quelqu'un qui est dans la maison depuis très longtemps, qui connaît Chanel par cœur, qui parle japonais couramment, avec lequel j'avais travaillé une première fois, je l'avais recruté il y a plus de 30 ans. Il était le directeur des ventes des parfums beauté quand j'étais directeur de la division, que j'ai récupéré à mes côtés il y a 10 ans en lui disant « Tu ne veux pas revenir avec moi ?» J'ai donc... je ne l'embête pas, mais j'ai certaines responsabilités qui font qu'effectivement, je retourne au Japon assez souvent. Oui. Et pour des raisons personnelles aussi, j'imagine. Il y a les raisons personnelles et familiales, mais bon, ça, c'est à part. D'accord. Et puis, le travel retail explose en Asie, bien entendu, et dans la mesure où je peux aider mes collègues, donc je voyage beaucoup en Asie. Là, j'étais à Shanghai, Hong Kong, la Thaïlande, etc. Encore il n'y a pas très longtemps. Et puis bon, de Hong Kong à Tokyo, c'est un saut de puce. Le travel retail au Japon est aussi important. J'ai aidé à le faire grandir au Japon. Donc voilà. Dites-moi le travel retail, justement, chez Chanel, comment vous le poussez ? Alors, le travel retail, c'est pas un truc nouveau. Hein. On fait du travel retail. Vous savez, c'est comme M. Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. Et le travel retail chez nous, c'est une très vieille histoire. Et nous avons fortement implanté des unités de travel retail dans tous les grands pays. Au Japon, par exemple, nous avons une unité avec un patron, une fille du marketing, un commercial, une jeune femme qui s'occupe des achats de la mode, et nos vendeuses, nos propres vendeuses, qui passe souvent le cas dans le travel retail.
et ainsi de suite dans tous les pays du monde. Donc, c'est en train d'exploser. De toute évidence, comme le travel retail a été beaucoup influencé par les Japonais dans les années 70-80, il est aujourd'hui, inutile de le dire, énormément en train de changer grâce, je dis bien grâce à la clientèle chinoise. Donc il faut qu'on apprenne à mieux s'occuper d'elle. Il faut savoir aussi que le travel retail, les attentes d'une cliente au travel retail sont totalement différentes de ses attentes quand elle est sur son marché local. Sauf qu'elle mérite la même attention. Mais elle n'est pas dans la même atmosphère. Elle a un avion à prendre. Souvent, d'ailleurs, en tout cas pour les clientes chinoises, c'est la première fois qu'elles partent en voyage à l'étranger. Donc il y a un peu de stress, etc. Donc il faut gérer tout ça avec doigtier. Il faut être à leur écoute. Il faut parler leur langage. Donc il y a tout un mouvement dans le travel retail qui est en train de se créer autour de la clientèle chinoise. À part cela, vous avez une évolution du métier qui est très rapide. Vous avez une consolidation des grands opérateurs qui se fait. Et vous avez cette fameuse, ce qu'on appelle la trilogie, la triangulaire entre aéroport, concessionnaire et marque, qui est extrêmement complexe, très difficile à gérer, mais en même temps passionnante. Et donc, il se passe beaucoup de choses. Donc vous ne vous ennuyez pas du tout? Non. Moi, je n'ai pas pour habitude de m'ennuyer. Et si je m'ennuie, je commence à trouver d'autres idées pour ne pas m'ennuyer. Richard Colas, merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle édition.